on a le plaisir de recevoir Yuli Yamamoto. Yuli, tu es porte-parole d'Attaque et cofondatrice des Rosies. On l'a déjà dit, mais on le redit pour les amis qui nous rejoignent. Les Rosies, si vous êtes habitués des manifs, normalement, vous les avez pas manquées. Elles sont très reconnaissables. C'est généralement là où ça chante. Comment tu l'as vécu ton 8 mars, toi? Bah, quand même, je me suis dit, c'est pas facile parce que vraiment, là, ça a été abordé sur la question de l'extrême droite qui arrive en force parce qu'il y a un vent international, comment on peut dire, masculiniste, virilo-fasciste. Enfin, on sait même plus comment le qualifier, mais il se passe bien quelque chose. Il y a trop de mots valises là, pour le qualifier. Et le fait que Némésis n'ait aucun complexe à se présenter avec des revendications ridicules, jusqu'à instrumentaliser le portrait de Gisèle Pellicot, quand même, enfin, c'est ignoble. C'est bien qu'il y ait un contexte qui permet cela. Reste que on peut quand même voir cette marche comme une victoire parce que si on dit 250 000 en France et 120 000 à Paris, c'est quelque chose. Parce que finalement, le 8 mars, c'est un préavis de grève nationale que depuis 2018. Il faut le savoir quand même. Et en 2020, il pleuvait beaucoup. Oui. En 2020, on était 60 000 et c'était un record historique. Donc, on peut noter que 5 ans plus tard, eh bien, on a doublé. Donc ça, c'est un signal extrêmement fort. Effectivement, ça va avec cette montée des idées réactionnaires. On voit que les droits des femmes sont imminemment menacés et des minorités, évidemment. Et donc, c'est ça que ça signale. À la fois, c'est une vraie victoire. On se rend compte on se compte et on se compte bien. Et on sait qu'on va pouvoir compter les unes sur les autres. Et en même temps, c'est un signal politique qu'il se passe quelque chose de grave d'une manière générale et qui va concerner particulièrement les femmes et les minorités. Moi, bonjour. Donc, je m'appelle Karine. Et je serais vachement intéressée. Je pense que tout le monde ne se souvient pas de comment sont nées les Rosies, parce que là, on parle de féminisme, mais les Rosies, c'est pas simplement le féminisme, c'est aussi, c'est apparu dans des luttes sociales. Donc, ce serait pas mal que tu nous rappelles un peu comment, en 2019, cette idée est née et comment ça a pris sa place. Cette idée, elle est née de l'indignation, parce que finalement, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, le mouvement MeToo a créé un espace où on peut traiter les questions féministes, en fait, sans que ce soit un tabou et que ça devienne un sujet de société. Eh bien, la réforme des retraites, ce qui nous a fait réagir, c'est quand Édouard Philippe a osé dire en 2019 que les femmes seraient les grandes gagnantes. Alors, c'était tout l'inverse, puisque c'était en gros basé sur le salaire. Et comme les femmes ont des plus petits salaires pour différentes raisons structurelles, c'est les femmes qui allaient être les plus perdantes dans l'histoire. Et donc, ça a suscité une telle indignation dans le mouvement social féministe qui nous a aussi emportés. Et en même temps, il y avait eu aussi la flash mob Las Tesis, vous savez, les Chiliennes El Violador en Tu Camino, et ça avait fait un vent international féministe comme ça pour montrer et afficher ses revendications différemment, s'imposer dans l'espace. Et on s'est dit que les planètes étaient alignées peut-être pour dire que traiter une question sociale, donc la réforme des retraites sous un angle féministe, c'était une bonne façon de faire. Ça allait pas diviser la lutte, au contraire, ça allait la renforcer parce que tous les arguments et cas pratiques femmes montraient à quel point les femmes étaient grandes perdantes et donc montraient l'aberration et l'injustice de cette réforme. Et on a décidé de le faire encore une fois avec cette inspiration finalement de l'asthésisme, on s'est dit on va essayer de montrer en une image que c'est une revendication féministe liée au travail, en gros que le féminisme sans lutte des classes c'est du développement personnel. C'est ça qu'on a voulu un peu tout incarner en reprenant l'identité visuelle de Rosie la Riveteuse, en y ajoutant quelques éléments et puis bien sûr ce que sont les féministes sont obligées de faire, s'imposer dans l'espace, s'imposer dans la rue. Et là, on l'a fait par nos corps, par nos voix, avec des chansons aux paroles détournées qui montrent l'injustice de la réforme. Et finalement, ça a si bien marché que ça a dépassé la question de la réforme des retraites. Et maintenant, les Rosies, c'est un mouvement pour rendre visible la question des droits des femmes dans les mouvements sociaux et sont très présentes, évidemment, dans les grands temps forts féministes. Alors justement, je rebondis parce que tu disais s'imposer dans l'espace, s'imposer dans les rues. Et finalement, c'est le cas pendant les mouvements collectifs, mais ça peut aussi être le cas de s'imposer dans la rue et l'espace aussi à titre personnel dans sa vie. Et il y avait ce slogan des années 70, peut-être que vous vous en souvenez aussi, celles et ceux qui nous regardent, pardon. Vous savez, ce slogan qui disait « Le privé est politique ». Et est-ce que tu as un avis là-dessus? Pour toi, le privé est-il politique et comment est-ce que tu le vis justement, ton engagement au quotidien? C'est profondément féministe, en fait, le privé est politique. Et d'ailleurs,
très récemment un député du Rassemblement national pour justifier le fait qu'il voulait pas de progrès sur les luttes contre les violences conjugales. C'est parce que la société, enfin les politiques publiques n'avaient pas à se mêler des problèmes de voisinage. Donc ça, c'est hyper parlant, quoi. Donc, oui, le privé, c'est hautement politique, mais c'est très féministe, puisque les femmes, on les relègue à la maison. Les femmes, elles doivent être cachées, elles sont dans la maison, elles s'occupent des enfants, voilà. Donc, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'elles vivent et subissent. Donc, c'est éminemment... Enfin, le privé est éminemment politique, dans le sens où, en fait, c'est finalement par le privé qu'on se rend compte à quel point la société est patriarcale. Oui, complètement... Complètement d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait cette mesure qui est passée un peu inaperçue dans le programme de Marine Le Pen à la présidentielle de 2022, où dans son volet famille, d'ailleurs c'est encore consultable sur Internet, je crois, si vous allez sur le site de campagne de l'époque, eh bien, elle proposait des mesures fiscales très avantageuses si un couple de moins de 30 ans allait jusqu'à 3 enfants. On pouvait... 3 enfants avant 30 ans 3 enfants avant 30 ans, ouais, tu vois. Donc reste à la maison et fais des enfants et tu auras des mesures fiscales avantageuse, parce qu'on sait que la politique fiscale influence bien sûr le privé, et donc au travers ça transpire finalement cette vision de la femme, comme tu disais, reléguée chez elle. Oui, vraiment une politique, ça rejoint, enfin la vision nataliste, le ventre des femmes serait une utilité pour le Rassemblement national, mais effectivement là sur cette mesure-là, on se rend compte que c'est oublier que c'est les femmes qui prennent essentiellement en charge les enfants, qu'il n'y a pas de dispositif d'accueil pour les enfants, donc elles sont obligées de s'en occuper. Donc c'est vraiment mettre les femmes à la maison et bénéficier de son travail gratuit. Et c'est là on voit que les idées d'extrême droite rejoignent évidemment le néolibéralisme, parce que ce travail gratuit, l'extrême droite s'en accommode très bien, quoi. Et sur ça justement, les enfants à la maison, ça continue cette façon de utiliser les femmes et leur travail gratuit. Par exemple, dans le cadre du budget, la Cour des comptes, pour faire des économies, s'est dit tiens, si on en faisait sur le dos des femmes, et a dit comme proposition, pourquoi pas allonger le congé maternité, et pas du tout aborder le congé paternité. Faut pas que les hommes ne peuvent pas changer les couches, voyons. Ni le congé parentalité, j'imagine. Non, maternité, c'est vraiment très clair. Et c'est quand même hallucinant, voilà. Donc, c'était en 2024, là, récemment, mais dans le cadre du budget. Voilà, 2024, ici, on pense, on a encore des idées comme ça pour soi-disant résoudre le problème et mettre l'austérité sur le dos des femmes, quoi. Et sans rien proposer de service public de la petite enfance, c'est ça. Évidemment, il n'y en aurait plus besoin, quoi. Non, il n'y a rien. Oui, c'est s'occuper des enfants non nés, mais une fois qu'ils sont nés, par contre... voilà. Puis à la maison. Oui, c'est ça. Et puis des enfants français quand même, faut pas déconner. Et toi, Yuli, ton déclic féministe, c'est quoi ton histoire? D'où tu viens et comment tu es devenue féministe? Alors, moi, je suis pas tombée dans la soupe du féminisme quand j'étais toute petite, ni même de l'engagement. Je suis issue d'un milieu populaire et il y avait rien de politisé, entre guillemets, autour de moi. Finalement, avec le recul, il y avait des comportements politiques et féministes à analyser dans ma famille, dans ma construction sociale, mais je le voyais pas comme ça. Et le féminisme, en fait, je l'ai découvert en réaction à ce que je vivais dans l'engagement. J'ai commencé l'engagement par le milieu plutôt autonome, artiviste, dans le cadre de la COP21 notamment. J'ai adoré comment alerter sur la crise écologique par d'autres façons, etc. Et en fait, comme j'ai commencé par plutôt le milieu autonome avec des revendications en fait très avant-garde, moi j'ai cru que c'était les revendications normales du mouvement social, et c'est en fait en me confrontant dans un engagement un petit peu plus institutionnel, dans des syndicats, dans des associations, avec certaines idées que j'avais naturellement, croyant que c'était des idées féministes normales, entre guillemets, et c'est confronté en fait à la réaction dans le milieu de l'engagement que j'ai compris qu'il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Et dans le cadre des Rosies, on a pu l'éprouver également. Alors évidemment, tout ce qui est centre, droit, il y a eu de la réaction vraiment, vraiment une surenchère de sexisme. C'était assez
Enfin, drôle, évidemment. Dès le départ des Rosy. Oui, dès le départ des Rosy, Ah oui. vraiment. Donc là, oui. Et En puis, interne. mais non, en interne, Ah non. c'était pas le sexisme potiche ou le sexisme petite conne ou tout ça, mais c'était quand même, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution, c'est pas une bonne façon de manifester. T'es pas prise Et au sérieux. il faut pas c'est genrer léger. une question sociale parce que c'est diviser la lutte, etc. Bien sûr. Donc voilà. Et en fait, non, mon féminisme, je l'ai découvert sur le terrain. C'est un féminisme de terrain. J'ai pas lu dans les bouquins c'est en me projetant, en construisant du coup du politique avec tout le monde que j'ai remarqué qu'effectivement il y avait du boulot, quoi. Ouais, en créant du commun finalement. Ouais. Et je me permets de rebondir parce que tout à l'heure, tu nous sortais ce qu'on dit souvent dans les milieux féministes un peu radicaux. Le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. Est-ce que pour toi, le féminisme, il doit être anticapitaliste ? Ah oui, oui. Enfin, capitalisme, patriarcat, même combat. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais en fait, le capitalisme s'accommode très bien du travail gratuit des femmes, en fait. Donc, elle s'occupe de... quand on dit aussi le féminisme sans le déclasser du développement personnel, il y a cette question-là, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait de ce travail où les femmes assurent l'essentiel des tâches ménagères, s'occupent des enfants, tout ça n'est pas rémunéré, mais prennent soin de la société. Donc, elles prennent soin de la société, c'est-à-dire que on voit que ce sont les aidantes, les soignantes, du papy, de la mamie, tout ça. Et même au travail, les métiers les moins valorisés, qui ont le moins de reconnaissance salariale, c'est les aides-soignantes, c'est les auxiliaires de vie et tout ça. Et ça donne des salaires misérables parce que leur utilité sociale n'est pas reconnue. Et c'est le patriarcat qui ne les reconnaît pas, avec l'aide évidemment du capitalisme qui considère que l'utilité sociale n'est pas rentable. Les premières de corvée, quoi. Première de corvée, c'est un de nos tubes d'ailleurs. On a fait adapté sur quelle chanson, Première de Bah, corvée ? En fait, on a repris À cause des garçons, qu'on a fait en À cause de Macron. Et finalement, justement, dans le cadre du Covid, où on a vu les fameuses essentielles, ces fameuses premières lignes, on s'est dit, tiens, la société ne peut pas tourner sans elles, c'est marrant. Et on a, pendant le Covid, pendant le confinement, fait ce tube Première de corvée. Et c'était plus simple de reprendre une chanson, une instru qu'on avait déjà, tout ça. Et après, c'était sur les réseaux, en plus, du coup, comme c'était Ouais. confinement, non ? Vous Ouais. n'aviez pas fait une sorte Alors, de manif non, je vous dis par une réseau bêtise. Non, on avait d'abord fait une chanson de soutien aux soignants et soignantes. Ouais. C'est une reprise de Freed from Desire de Gala sur les... Voilà. Et ça, c'était pendant le confinement, donc c'était qu'en ligne. Ouais. Et après, première manif, enfin on sort du confinement, c'était les mobilisations santé. Donc, on s'est dit, il faut aller les soutenir. Donc, on a fait Première de corvée. Et puis après, ça collait bien pour les retraites. Ah, tout collait, Ouais. tout collait. Planète alignée. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que en termes de timing, ça paraît quand même... Bon, voilà, ça venait d'une lignée d'événements assez traumatiques, mais pour vous, ça a été un peu... C'est très, très lisible, quoi, comme bataille, je trouvais. Et tu disais que ça faisait assez longtemps que tu militais, finalement. Est-ce que j'avais lu que tu as commencé avec Nuit debout aussi ? Ouais. Et est-ce que toi, du coup... Avant, je me baladais en ours polaire dans des centres commerciaux, mais sinon, vraiment dans un est-ce truc que un peu c'est de là que te identifié. vient l'amour du déguisement en Rosie the Rifter ou... J'ai commencé par ça, que par l'artiviste, les déguisements. Je me déguisais en tout. Pendant les manifs au travail, je me déguisais en code du travail géant. J'ai toujours adoré ça, j'avoue. Et du coup, toi, forte de cette décennie de militantisme, est-ce que tu t'attendais à ce que l'extrême droite prenne autant de pouvoir sur ces dernières années, qu'elle monte autant en puissance, que ça soit dans le débat public, dans les urnes ? Sous Macron, oui. Hein, quand Macron est arrivé, quand même, à partir de 2017, et que sa première mesure, c'était supprimer l'impôt sur la fortune, mettre en place la flat tax, donc c'est-à-dire, en gros, permettre aux revenus financiers d'échapper mieux, finalement, à l'impôt. C'est pas comme ça, je fais un raccourci, mais voilà. Et aussi, évidemment, sur la loi travail, qui était déjà une catastrophe, hein, d'un point de vue, d'un point de vue du social. droit des salariés. Ouais. C'était une catastrophe. Mais lui, il a fait quoi ? Paf, il supprime les 4 critères de pénibilité, quoi. Donc, qui évidemment produisent des effets ignobles en allongeant du coup la retraite à 64 ans. On allonge le départ à la retraite, on supprime. Donc, on a compris, sous Macron, que, en tout cas au niveau français, ça allait favoriser mécaniquement
ça allait faire le tapis rouge à l'extrême droite, puisque il y aurait du ressentiment, parce que quand on détruit les services publics, quand on détruit la protection sociale, des gens vont mal, voilà. Et malheureusement, le Rassemblement national s'est instrumentalisé, notamment récemment. Enfin, il parle que du pouvoir d'achat. On peut lui parler de tout, mais à chaque fois, il va parler du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, parce qu'il a compris que c'était un levier, et que nous, justement, on essaie de dire, mais le pouvoir d'achat, enfin, il y a aussi les services publics. Ça ne se voit pas. C'est pas il y a aussi les services publics, tout ça, et c'est voilà. Mais au niveau international, je pense que ça s'est considérablement accéléré. Ça s'est considérablement accéléré. Effectivement, il y a du boulot. Mais je pense que la question féministe peut vraiment nous rassembler. C'est-à-dire que ça s'observe dans des endroits où l'extrême droite a le pouvoir. Eh bien, il y a quand même une réaction féministe, alors pas réaction sans la réaction, mais une résistance féministe. Une offensive. Il y a quelque chose qui se passe qui peut beaucoup passer par la défense des droits des femmes et des minorités, en fait, face à l'extrême droite. Et tout à l'heure, tu parlais de Némésis. Enfin non, c'est sur le chat, ça parlait de Némésis. Mais on a beaucoup craint là, cette manif du 8 mars, il y avait plein de rumeurs qu'elle voulait s'imposer, etc. Finalement, elles n'ont rien réussi à instrumentaliser. C'était peanuts, elles n'étaient pas très nombreuses, notamment à Paris, puisqu'ailleurs, elles n'étaient même pas là. Et donc, ceux qui ont manifesté ne se sont même pas rendus compte qu'elles étaient là. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors déjà, je voulais dire, pour la manifestation parisienne, effectivement, où elles étaient là, un grand bravo à l'organisation, aux organisatrices de la manifestation et au service d'ordre qui n'était pas immense, mais qui a vraiment a tenu les rangs. C'était impressionnant parce que ça a duré des heures. Nous, on était là, l'érosion, on est resté 5 heures, place de la République. Et c'est parce qu'ils tenaient coûte que coûte toutes les artères pour pas que l'extrême droite passe. Et ce qu'il faut signaler, c'est quand même la protection policière. Il y a quand même eu de la répression envers les personnes du service d'ordre, notamment une garde à vue d'une personne du syndicat solidaire. Donc, bon, voilà, ça reste ça. Oui, elles sont minoritaires, mais c'est pas une bonne nouvelle pour deux choses. Je trouve c'est quand même déjà, d'une part, ça a pris trop de place dans les médias avant et après. Parce que comme elles ont fait exprès de l'annoncer, de le mettre en scène, les médias ont traité cette question-là, parce qu'encore une fois, ça signale politiquement quelque chose. Si l'extrême droite s'invite dans les questions, dans la question des droits des femmes, c'est bien parce que là, il y a un levier, il y a un marché finalement électoraliste à se mettre sous la dent, voilà. Il y a leur agenda à servir, quoi, et les questions des droits des femmes peuvent servir leur agenda raciste et classiste. Et voilà. Ce qui est tout neuf en plus, parce que avant Némésis, tous les mouvements de femmes n'étaient pas féministes, tous les mouvements de femmes d'extrême droite. Némésis, c'est le premier qui s'affirme comme un mouvement féministe identitaire. En fait, il s'affirme féministe. Est-ce que tu trouves qu'il y a du féminisme de droite, du féminisme d'extrême droite? Pour toi, ça existe, ça? Non, c'est impossible, c'est incompatible. Le féminisme, c'est l'émancipation. Donc, c'est impossible, c'est nécessairement incompatible, quoi. Donc, elles se disent féministes parce qu'encore une fois, c'est de l'instrumentalisation. C'est parce qu'elles sont des femmes côte à côte, donc elles sont féministes. C'est pas vrai. Il faut porter évidemment il faut que les revendications, ce soit vraiment de la transformation sociale, de la justice sociale, de l'émancipation. Ça peut pas être. Puis en plus, au-delà de la question féministe, c'est que elles sont vraiment sur la question identitaire. Raciale, donc et quand elle parle de les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, elles n'en parlent jamais. Elles n'ont aucune revendication féministe en fait. Donc par exemple, vraiment, si on veut avoir des revendications féministes aujourd'hui, il faut impérativement aborder la question sociale, quoi. C'est obligatoire. Il faut aborder les réformes injustes qui empêchent les femmes de s'émanciper, de vivre dignement d'une manière structurellement. C'est une chape de plomb. Et d'être indépendante économiquement, quoi. Donc en fait, le féminisme, il peut difficilement se dissocier de la contestation des politiques libérales, évidemment de la lutte antiraciste. Enfin voilà, donc non, c'est totalement incompatible. Mais là où je vois un gap qui a été franchi, et je le signale, je fais passer un message, mais c'est quand même qu'avant, elles avaient les portraits de femmes soi-disant violées de femmes violées soi-disant par des étrangers ou personnes issues de l'immigration ou des quartiers. Et là, elles mettent maintenant le portrait de Gisèle Pellicot pour dire qu'elles sont vraiment
elle dénonce vraiment les Toutes violences. les violences, Voilà. soi-disant. Et là, il se passe quelque chose. Et l'extrême droite, elle a sa stratégie parce que très récemment, là, je ne sais plus si c'était, très récemment, en Italie, il y a un amendement du gouvernement Meloni qui autorise les anti-choix à rentrer dans les centres IVG pour dissuader les femmes d'avorter. Sachant que déjà au niveau des médecins, une majorité refuse de le pratiquer, etc. Donc déjà c'est compliqué. Plus. Mais alors qu'elle a affirmé politiquement que jamais elle toucherait à la loi avortement. Donc oui, elle touche pas à la loi avortement, mais derrière il y a d'autres façons de faire. Et cette façon d'avancer, en double visage, qui doit vraiment nous alerter. Là, le fait de voir le portrait de Gisèle dans un cortège fémo-nationaliste, ça doit vraiment nous alerter, quoi. Et tu parlais, de l'avortement et du fait que Némésis, effectivement, ne porte pas des combats féministes. Donc, je fais le lien avec ce qu'on disait en début d'émission, qu'effectivement, sur leur page, elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles n'ont pas de position sur l'avortement, parce que leurs militantes ne sont pas d'accord. Et finalement, alors, je ne sais pas ce que tu en penseras, justement, ça nous intéresse. Ça semble un peu rappeler le mouvement post-années 70-80, c'est-à-dire fin des années 80, début 90, où il y a eu des luttes anti-avortement très fortes postérieures aux avancées des féministes des 70. C'est ce que Suzanne Faludi appelait le backlash dans son livre du même nom. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de fausses vérités qui étaient brandies comme ça, notamment, et c'est un peu ce que tu disais aussi, que il y aurait des pressions, en Italie, si les anti-avortements peuvent aller dans les cliniques, c'est aussi pour dire aux femmes, attention, vous allez déprimer si vous avortez, pour les dissuader. Et alors, dans les années, fin d'années 80, début 90, il y avait aussi des médias qui affirmaient ces contre-vérités en disant que le féminisme provoquait l'infécondité et allait même jusqu'à provoquer une pénurie d'hommes à marier. Voilà. C'était ça dans les années début des années 90, fin des années 80 aux États-Unis, parce que Suzanne Faludi s'était penchée sur la réaction réactionnaire aux États-Unis. Les tocards quand même. Et finalement, Suzanne Faludi a été interviewée après MeToo au début des années 2020, et la journaliste lui a demandé si elle pensait que c'était un nouveau backlash qu'on vivait aujourd'hui, et elle disait que oui, de manière encore plus violente d'après elle que dans les années 80-90. Est-ce que toi, justement, tu dirais qu'on est en backlash aussi ou pas ? C'est la question. La question à laquelle on n'a pas envie de répondre. Si on essaie, j'essaie de voir, mais si on voit donc le club des bros, la broligarchie, c'est-à-dire le club des milliardaires, là, Trump, Musk, Zuckerberg qui a eu ses propos masculinistes là, tout de suite à l'élection de Trump, ou un influenceur masculiniste a repris le fameux slogan « Mon corps, mon choix » et a dit « Ton corps, mon choix ». Quand on voit ça, effectivement, on peut se dire le backlash va être costaud parce qu'on parle de personnes qui ont les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques et les pouvoirs médiatiques entre les mains. Donc, effectivement, ça fait peur. Après, reste que ce que je constate, si on est tangible, parce que je ne vais pas faire de... mais reste qu'on était 250 000 samedi. Et donc, c'est quand même... Voilà, c'est quand même quelque chose, c'est tangible, ça. Ça veut bien dire, donc... et même dans le cadre, en fait, des législatives, il y a eu le nouveau Front populaire, il y a eu des mobilisations, etc. Et bien, la deuxième manifestation officielle, c'était les alertes féministes. C'était bien les alertes féministes qui... Une vraie force sociale. Donc, il y a une vraie... en fait... le féminisme est presque là pour lutter contre l'extrême droite, pour montrer tous les visages, tout ce que peut faire de mal l'extrême droite. Le féminisme, c'est ça, parce que derrière le féminisme, il n'y a pas que la question des femmes, il y a la question évidemment des minorités, il y a la question des enfants, ça traite toutes les personnes opprimées, en fait, la question féministe, la question LGBT, donc c'est ça qu'il y a derrière. En fait, le combat féministe est structurellement, profondément le levier pour combattre l'extrême droite. Oui, puis d'ailleurs, pour le 7 mars, on peut le retourner comme ça, parce que cette fameuse manif du 7 mars, donc la manif nocturne, qui existe depuis 4-5 ans, a failli être interdite par la préfecture de Paris, et finalement, il y avait quand même beaucoup de féministes qui étaient là, et in extremis, au dernier moment, le tribunal administratif a levé l'interdiction. Donc,
Est-ce que c'est dû à un rapport de force? En tout cas, ça montre bien aussi qu'il y a un pouvoir aussi possible des femmes et des féministes à imposer, quoi. Bah, déjà, c'est historique. C'est vrai qu'elle n'est pas très longue. Enfin, ça fait pas très très longtemps, mais ça reste quand même historique d'interdire une manifestation féministe. Donc, c'est liberticide déjà parce que quand même ce pouvoir a l'habitude fâcheuse de trop interdire de manifestations à un point que se fasse l'objet de signalements au niveau des instances nationales, européennes et internationales, hein, pour dire qu'il y a de vraies difficultés à ce que la population française puisse faire exercer son droit de manifestation, sa liberté d'expression. C'est vraiment jusque dans voilà, toutes les instances. Donc, il y a un vrai problème. Bon. Mais sur la marche du 7, oui, voilà, c'est un fait historique, c'est liberticide. Mais pareil, ça dit quelque chose. Ça dit que les féministes et leurs revendications sont bien visées. Elles sont visées, elles sont source, en fait, de déstabilisation du pouvoir. Et donc, il faut étouffer leur révolte dans l'œuf, quoi. Donc, la manifestation nocturne parisienne, elle rassemble quand même du monde. Hein. Mais là... de plus en plus. Ouais. Là, elles étaient 3500. Ouais. C'est énorme par rapport à l'an dernier. Ouais. On rappelle juste dans le chat que ça concerne... on va dire, c'est le penchant plus radical du 8 mars, la marche nocturne du 7 mars. On peut dire ça comme ça. Après, c'est très ouvert. Nocturne, ou de nuit. Ok. Pour pas que ça fasse trop... Oui, mais effectivement... je dis radical dans le bon sens du terme, attention. Traditionnellement, c'est ça, c'est que c'est avec des revendications plus avant-garde, plus poussées, et puis une forme aussi, hein, c'est une façon donc de faire la nuit, on s'impose la nuit est à nous. L'espace, la nuit est à nous. Voilà, c'est un style, mais voilà, cette interdiction, elle doit vraiment nous alerter, elle signale quelque chose. La réponse, il y a eu du monde, hein, le soir même, puis le lendemain, il y a eu du monde. Donc voilà, mais ce que je voulais dire, oui, pour revenir sur le backlash, oui, effectivement, on va mais justement, il faut vraiment consolider nos rangs et être en conscience de ce que la puissance de la solidarité féministe fait que ça fait peur au pouvoir, en tout cas. Donc ça, il faut en avoir conscience et que... il y a une forme de résistance qui est en train de se mettre en place, on va dire. Il y a une conscientisation des enjeux avec vraiment cette accélération. Enfin, on constate que ça s'accélère, ça s'aggrave. Donc, ça ne nous étonne presque pas qu'ils aient essayé d'interdire cette marche. C'était... de toute façon, là, le nombre de manifestations interdites, dès lors que ça ne sert pas le logiciel et le narratif du gouvernement, c'est interdit, hein, par principe. Donc. Et en dehors des... Pardon. Ouais. Non, je pensais, parce que je repensais à cette manif, je ne sais plus, je crois que c'est en 2020, où il y avait une énorme répression. Et moi, je me souviens des femmes qui s'étaient... Enfin, les flics... traînaient dans les escaliers de métro par les cheveux. Il y avait eu des gaves, il y avait eu des interpellations et en fait, personne n'avait été... Et un narratif incroyable. Je me rappelle Marlène Schiappa qui avait dit que de toute façon, c'était interdit, c'était une manifestation sauvage. Donc, elle avait justifié les violences sur un fait faux, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas suivi le parcours. Bon, déjà, quand bien même, elle n'aurait pas suivi le parcours et ça aurait été une manifestation sauvage. Mais c'est pas des techniques de maintien de l'ordre, normalement, tirées par les cheveux, il me semble. Hein. A priori, c'est pas une technique reconnue, non. Non, mais du coup, c'était exactement la même question. Enfin, je voulais savoir mais la réponse est oui. Malheureusement, si tu avais vu une évolution une prise de puissance, en fait, de la répression policière aujourd'hui. D'une manière générale ? Ouais. Oui. Enfin, dans les manifestations, tout ça, est-ce que tu as souvenir de moments où c'était beaucoup plus... C'est de désespoir. Toi, tu as été même... en garde à vue ? Oui. Oui. C'est systématique maintenant. Hein. Ça fait système. Hein. C'est-à-dire que... c'est pas nous qui le disons, c'est la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, donc l'institution officielle en France qui mesure les gardes à vue et qui dit qu'il y a une instrumentalisation politique. Hein, dans son dernier rapport, il y a une instrumentalisation politique des gardes à vue. Donc aujourd'hui, oui, tout l'arsenal judiciaire, législatif, policier est fait pour... être utilisé politiquement, c'est-à-dire quand ça conteste un petit peu trop le pouvoir, eh bien, ils peuvent être utilisés à des fins politiques et pas des fins de maintien de l'ordre. Parce que normalement, la garde à vue, c'est parce qu'il y a un délit ou une menace.
une interdiction de manifestation, c'est parce qu'il y a vraiment un risque important à l'ordre public, etc. Là, tous les arguments sont politiques, en fait. Et c'est pas pour des raisons de maintien de l'ordre. Et là, ça a vraiment augmenté. Et encore une fois, il y a eu de différents rapports au niveau de toutes les instances qui montrent qu'il y a un problème de liberté d'expression, de manifestation et de violence policière en France. Et oui, d'ailleurs, je suis allée chercher récemment une amie militante, artiste féministe en garde à vue, après une représentation de sa part qui n'était pas du tout violente. C'était une représentation hyper pacifiste. Vous pouvez aller voir sa page, d'ailleurs, c'est Marie Pervenche. Et j'y pense parce que ça fait complètement écho à ce que tu dis. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelques années, elle se serait pas retrouvée en garde à vue pour ça. Elle s'était simplement assise devant la Joconde, mais bien avant, elle a pas dépassé les fils de sécurité. Donc elle s'est assise devant le poteau, elle bougeait pas. Alors certes, elle commençait à enlever son t-shirt, mais elle était de dos. Et c'était pour protester contre le manque de femmes exposées au Louvre. Et là, la sécurité lui a atterri dessus. On le voit sur les vidéos parce que quelqu'un avait fait une vidéo, je crois que c'était la photographe qui était là pour photographier la performance à filmer. Et on voit qu'ils arrivent sur elle et on l'entend dire « Non mais moi, de toute façon, c'est bon, je vais rien faire au tableau, ni rien, je suis pacifiste. » Il la plaque au sol, c'est ultra violent. Et ensuite, ils la mettent en garde à vue. Enfin, la police arrive et donc forcément, c'est pas la sécurité interne du Louvre qui décide de la mettre en garde à vue, mais en tout cas, le parquet la fait mettre en garde à vue. Enfin, la police la met en garde à vue. Ensuite, le parquet fait durer la garde à vue jusqu'à la fin des 24 heures. Donc, elle passe la nuit en prison pour ça. Et puis, moi, j'arrive donc au moment où avant son audition où voilà j'informe de ses droits, etc. Et effectivement je me dis mais si demain on est sous une présidence RN après 2027, ça va être encore pire pour les militantes et les militants de gauche. Pardon. Non. J'ai cru que tu avais fini. Oui, j'ai fini. Ok, mais juste pour dire, la garde à vue, en plus, celle qu'on a faite, c'est les Rosy. C'est-à-dire qu'on a été le jour de l'ouverture des débats de la réforme des retraites. On a compris que les débats allaient être compliqués, que ça sentait le 49-3. Donc, on s'est dit, on va aller devant l'Assemblée nationale et on a dansé devant l'Assemblée nationale. Sur la statue de la loi, on a mis une chasuble. C'est violent la danse. Et on a mis une chasuble à la statue de la loi. Et puis, sur les portes de l'Assemblée nationale, on a écrit à la craie 60 ans pour demander la retraite à 60 ans. De la craie, de la craie. Et donc, pour cela, donc, on a dansé la craie, on a été interpellés, on a été placés en garde à vue. Et deux parmi nous ont eu un procès, voilà, pour donc de la craie et une danse. Et ça fait l'objet d'ailleurs d'une animation dans nos cortèges. On lance des craies, on leur explique ce qui s'est passé pour montrer ce qui se passe au niveau de la répression, que voilà, la répression est systématique dès lors que c'est politique, quoi, voilà. Et on jette des craies dans les cortèges et les gens écrivent leurs espoirs, mais aussi leur colère au sol. Ça donne des choses super chouettes, quoi. Et celles qui ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, tu te souviens du motif de l'infraction, la caractérisation Comment est-ce qu'ils avaient réussi à caractériser ça? C'était dégradation. Alors, au début, ils voulaient mettre pour des craies. Patrimoine, en fait patrimoine, mais en fait c'était pas classé. Enfin, je sais plus. C'était trompé sur la qualification juridique et finalement ils ont mis dégradation. Mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de dégradation puisque la craie ça part. Donc c'était ridicule, quoi. Et le tribunal est entré en voie de condamnation ou elles ont été acquittées? Non, c'était 400 € d'amende. D'accord. 400 € d'amende. Il faut savoir que c'est là où tu parlais des dispositifs de répression, mais ils sont très nombreux. Et justement, maintenant, il y a l'alternative aux poursuites. C'est-à-dire que là, l'alternative aux poursuites, voilà, okay. les alternatives aux poursuites, c'est vraiment le truc massif actuellement qui est en train d'avoir un impact majeur sur l'activité des associations, des collectifs, puisqu'en fait, on veut un vrai procès à la rigueur pour justifier politiquement le gagner. C'est le cas à Attaque France. On a eu un procès contre Apple International. On l'a gagné pour justifier pourquoi on envahissait ces Apple Store, quoi. Ça fait une tribune. Ça fait une tribune, c'est l'occasion d'un message politique et il y a plein de procès comme ça où on s'en sert. Mais maintenant, il y en a trop, entre guillemets, et surtout, ils ne veulent pas ce moment politique-là. Donc, ils font l'alternative aux poursuites. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça, c'est le gouvernement qui fait cette prescription-là. Pour qu'il y ait des alternatives aux poursuites, ça veut dire vous payez une petite amende et puis on s'arrête là. Mais en fait, c'est reconnaître les faits. Ça peut aussi être des mesures de type ne pas avoir à se présenter à tel endroit. Effectivement, ça empêche, mais des guillemets, parce que effectivement, c'est pas le terme juridique, mais ça empêche, pour dire les choses de manière vulgarisée, ça empêche le procès, quoi. Et Marie Pervenche, l'artiste dont je vous parlais tout à l'heure, elle a une interdiction de se présenter à Paris pendant 6 mois
Non, mais à Paris, pas juste au Louvre. Donc, c'est là où on voit le délire. C'est très médiéval, quoi. Banni de la ville, en fait. Chassé, comme les sorcières. Voilà, aux portes. Mais alors, juste petit, j'ai remarqué, donc au 8 mars, là, c'est la première fois que je vois la Bravem, place de la République, pour une manifestation féministe. Je pense que c'est la première fois que ça existe. La Bravem, on l'a jamais... Enfin, les manifestations féministes sont toujours pacifistes. Ouais. Là, les CRS ont fermé la marche, ce qui ne se fait jamais. Ils ont bien été présents, mais en plus, la Bravem, moi, c'est quand même inquiétant. Là, oui, c'est un signal. La marche féministe de la veille a été interdite. La police a protégé, bien que les organisatrices qui ont déposé à la préfecture ont dit nous refusons que l'extrême droite rentre, donc sachez qu'elles ne font pas partie de la manifestation. Merci de les empêcher. Alors, ils ne les ont pas empêchés, les ont protégés et après ils leur ont permis de s'insérer quand même à un moment à la fin. Enfin, c'était un peu voilà. Et donc oui, la Bravem, c'est un signal, bien sûr. Toutes les manifestations retraite, il y avait la Bravem. Donc voilà, ça se durcit évidemment. C'est ça que tu disais, Violaine, sur s'il y a l'extrême droite. Évidemment, ça va être une catastrophe parce qu'actuellement, enfin, il y a une succession de lois. Répressives. Il y a pour les associations, voilà, le contrat d'engagement républicain. Enfin, tous les dispositifs font que, contester pour le progrès social va devenir impossible. Déjà que c'est pas facile. Là, il va y avoir sur les subventions publiques, sur la défiscalisation des dons, sur voilà, ça va être tout est en place pour à la fois les esprits sont préparés pour à la fois choisir politiquement qui est acceptable, pas acceptable, puis l'empêcher d'agir. Et ensuite, si jamais on agit quand même, eh bien il y aura tout ce qu'il faut pour réprimer. Et il y a tout ce qui est pas effectivement de l'ordre du législatif aussi, parce que sans même changer, finalement, sans même avoir à changer les lois, quand un parti politique extrémiste est au pouvoir, il a aussi d'autres moyens d'agir sans avoir même à passer par l'Assemblée nationale, le débat législatif. Je m'explique et je donne un exemple rapide. Par exemple, sur les enquêtes dans les violences faites aux femmes, aujourd'hui, il y a quand même eu une circulaire il y a quelques années du ministère qui disait d'ouvrir des enquêtes même quand les faits paraissaient prescrits. Pour s'assurer, par exemple, qu'il y avait des faits qui n'étaient peut-être pas prescrits, enfin, en tout cas, pour essayer de voir un début d'enquête pour permettre de voir s'il y avait d'autres victimes, peut-être, qui ne seraient pas prescrites. Typiquement, ça, c'est de l'ordre de la circulaire. Donc, c'est, comme tu disais, des prescriptions. Donc, sans même avoir changé la loi, si les informations données par le pouvoir politique au pouvoir judiciaire changent, on voit que c'est des changements de priorité. Alors, en plus, aujourd'hui, autant être transparente, aujourd'hui, les enquêtes sont déjà très peu dotées en termes de moyens humains et financiers. Donc, si demain, il y en a encore moins de moyens humains et financiers pour investiguer dans les dossiers de violences faites aux femmes, et plus largement aussi pour les militants, les militantes, quand elles sont victimes de violences en manif, etc. Alors, en fait, vous pourrez aller déposer plainte, mais ensuite, il ne se passera rien. Et déjà, aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, puisque la plupart des enquêtes sont sous-dotées, je le redis, en matière d'actes d'investigation. Donc, demain, ce sera encore pire, puisqu'il y aura encore moins de budget pour ça, et il n'y aura même pas eu besoin de changer la loi. C'est vraiment inquiétant. Ouais, et on attend toujours les 3 milliards pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Némésis a empêché, par exemple, d'entendre ces revendications, à traiter la question de l'extrême droite. Eh bien, les revendications pour l'égalité au travail, dans la société, etc., n'ont pas été si vues que ça, alors qu'on est en train de subir des politiques très, très injustes qui impactent très fortement les femmes et les minorités. Et Némésis a quand même réussi à agiter le chiffon rouge et pas rendre visibles ces revendications au moment où on a particulièrement besoin que ces revendications soient visibles. D'autant que Némésis n'existe que par le buzz et que s'ils étaient vraiment très peu nombreux, ils commencent à avoir des unions locales, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont aussi une vitrine de la vraie vie, parce qu'on oppose souvent Internet et le terrain, et aujourd'hui, les deux se répondent. Et par ces mouvements, elles font aussi du recrutement. Mais c'est exclusivement par Instagram qu'elles font le recrutement. C'est quand même c'est très réseaux sociaux, mais elles le font et elles sont de plus en plus visibles. Et enfin voilà, il y a un peu un effet boule de neige derrière qui est assez inquiétant. Et justement, c'est des sujets qu'il faut absolument adresser parce qu'il faut qu'on puisse en fait contrer le narratif d'extrême droite. Mais c'est vrai que pour pas tomber dans une résignation qui serait mortifère en fait pour le mouvement.
Quel genre de technique on peut déployer, nous, pour continuer à porter les luttes, à militer? Est-ce que toi, par exemple, tu as pu souffrir certains appellent ça le burn-out militant, mais sans aller jusque-là, ouais, de dire bon, on va pas y arriver, quoi. Et comment on contre ça? Faut le faire. Il faut pas se poser de questions. Moi, je fais une incise personnelle, mais c'est vrai que moi, je suis hyper sensible. Ça veut dire que je ressens plusieurs fois par jour beaucoup d'émotions négatives que j'ai beaucoup de mal à gérer. Et c'est en trouvant l'engagement que j'ai réussi à en faire quelque chose, à le transformer en quelque chose où on agit, où on porte, où on ne le subit pas, en fait. Parce que sinon, j'aurais vraiment pourri tous les autres collectifs. Je ne sais pas comment dire, tellement je gérais mal ces émotions négatives. Je trouvais tout affreux, je trouvais tout injuste. Et donc, c'est dans la combativité que j'ai réussi à en faire quelque chose, quoi. Donc, je pense que oui, ça fait peur, oui, c'est très grave, mais faut pas réfléchir à ça parce que sinon, ça neutralise, ça tétanise et on n'agit pas. Il faut croire en notre pouvoir, quoi. C'est-à-dire que justement, encore une fois, quand on voit que il y a une floraison de collectifs féministes, une floraison de médias féministes, enfin, ça fleurit quand même. Et en plus, ça se ressent dans la rue, ça se ressent aussi dans la façon dont c'est traité quand même médiatiquement, etc. Donc, il se passe bien quelque chose au niveau des féministes et il suffit simplement, entre guillemets, hein, c'est facile de dire ça, mais il faut continuer, il faut y aller, mais pas penser à « et si », quoi. Parce que avec ça, en fait, on fait rien, on est tétanisé, quoi. Donc, et déjà, là, par exemple, je pense qu'il y a un enjeu, ce serait peut-être réactiver les alertes féministes, justement. Elles sont nées dans un contexte de péril imminent et le péril, il est là, il est imminent en permanence, en fait, et au contraire, ça s'est même accéléré. Et je pense qu'il y aura un enjeu, déjà relancer des mobilisations peut-être plus régulières, des rencontres, et puis aussi peut-être appeler à ce qu'on se rencontre entre nous sur les territoires, quoi. Par exemple, il y a eu je ne sais pas si vous voyez les soulèvements de la terre qui quand il y a eu les législatives avaient fait un appel antifasciste avec plusieurs propositions. Ce sont des méthodes qui peuvent sembler simples, mais qui marchent, c'est-à-dire de recréer des espaces où les gens se rencontrent, se voient, que ce soit des bals, des cafés, essayer de faire se rencontrer les gens. Du lien social. Voilà. Par exemple, il me semble que c'est les Chiliennes qui, sans se revendiquer féministes, allaient dans les parcs pour enfants. En fait, et faisaient du lien comme ça, parc pour enfants, puis finalement, elles ont pu créer d'immenses solidarités. Mais je pense, voilà, il y a deux choses à faire. C'est à la fois imaginer des mobilisations, entre guillemets, permanentes, parce que le risque, il est imminent, permanent, et c'est maintenant qu'il faut résister. Et en même temps, sur les territoires, vraiment, faire se rencontrer les gens... faire se rencontrer les gens, et je pense que du coup, justement, un espace féministe pourrait très, très bien fonctionner. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a une question sur ces sujets, puisque tu parlais du fait que se regrouper, c'était important, ensemble. Et la question, c'est, on constate de plus en plus d'agressions commises par des militants d'extrême droite. À quel point est-ce que ça se ressent dans les milieux militants ? On avait déjà des personnes qui n'osaient plus aller en manif retraite par peur des flics. Est-ce qu'il y a le même effet vis-à-vis de l'extrême droite ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que justement, c'est un frein ? La répression oui, la peur d'être mais bien frappé, sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que, par exemple, c'est pas tant par rapport à l'extrême droite pour le cas des Rosy, mais c'était vraiment par rapport à la répression policière que nos cortèges, on les voulait safe de plusieurs choses, de la domination masculine, du virilisme, du sexisme, mais safe aussi parce que en capacité de se comprendre les unes les autres en cas de besoin, je sais pas, par rapport à nos règles, nos enfants, où on peut pas se permettre d'avoir une garde à vue, des choses comme ça, mais aussi se protéger, en fait, entre féministes, on n'aura plus ce réflexe de se protéger les unes les autres, et on se sentira mieux en sécurité ensemble. Donc ça, dans nos cortèges par rapport à la police, c'était dans cet esprit-là. Par rapport à l'extrême droite, oui, y a une réalité, c'est qu'il va falloir l'extrême droite est en roue libre, elle a le vent dans le dos. Il y a eu donc récemment une attaque de Young Struggle Paris, diffusé un film avec des travailleurs et travailleuses migrants. C'est l'accord, non, c'est l'accord. C'est l'accord. Et donc, il y a une attaque
de néo-nazis, avec 2 personnes parties donc à l'hôpital, dont un où le pronostic vital a été engagé temporairement. Et Quelqu'un qui a été poignardé. oui. Alors c'était il y avait des tessons de bouteilles. Je sais plus si c'était une arme blanche. Si, ils avaient des Ouais, couteaux. c'est une arme blanche. On avait reçu Milos, un des jeunes qui était Mais bon, il présent faut à ce savoir moment-là. que normalement, ça se fait. Hein, ça doit être condamné politiquement, publiquement, particulièrement par le ministère de l'Intérieur. Enfin, Oui. et il n'y a rien eu. Il y a rien eu. La personne qui est le plus condamnée, on va dire publiquement, en dehors des médias indépendants, c'est Costa Gavras, pendant son discours au César, parce que c'était son film qui était... Ouais. Ça dit beaucoup, quoi, quand c'est... Je pense au planning familial, par exemple. Bien sûr. Après la constitutionnalisation de l'IVG, a vu ses locaux, plusieurs de ses locaux sur toute la France être saccagés. Donc, oui. Même il y a en amont. Hein, même en la amont. peur, elle est réelle. Hein, c'est sûr qu'elle n'est pas fictive. Il y a une peur réelle. Mais du coup, il faut être en conscience de cela. Il faut s'organiser. Enfin, nous, par exemple, à ATTAC, on essaie de faire des formations, des guides, etc. Et effectivement, il faut avoir conscience de ça dans ce qu'on propose, quoi. Et est-ce que la forme, justement, des Rosy, le côté joie, le côté on prend la place et on vous sourit et on danse et on montre qu'on existe, qu'on est joyeux. Je pensais, par exemple, Libis Batignolles, les femmes du ménage expliquaient que justement, à danser devant les patrons, à montrer, ben non, on n'est pas fatigué, nous, on a encore l'énergie pour danser malgré des mois et des mois de grève. C'était une force et en même temps, c'était une façon, c'était une arme de lutte qui était intéressante, quoi. Oui. Et vous aussi, je pense. Oui, oui, complètement. Enfin, c'est à la fois, ça permet de désarmer la peur soi-même pour soi, et puis aussi créer une ambiance particulière qui fait qu'on se sent plus protégé ou moins menacé. Et puis, la joie, ça peut être aussi désarmant face à la répression. C'est-à-dire que c'est un peu comme les techniques des clowns activistes ou tout ça. La joie, c'est quand même quelque chose qui peut dérouter. Donc, ça peut créer des conditions, on va dire, moins répressives. Et puis, non, tu as parlé d'Ibis Batignolles. C'est vrai qu'avec les Rosy, on leur avait fait un tube et on avait occupé des hôtels avec elles. Et on voit à quel point, oui, la joie, c'est un moteur qui permet de résister, en fait. Parce que pour le cas des féministes, souvent, on m'a posé la question, mais pourquoi la joie, le chant, enfin, pourquoi ça et je disais, à la base, c'est un moyen de fortune. C'est parce que les femmes sont tellement invisibilisées qu'il faut qu'elles puissent s'imposer, qu'elles aient une façon de s'imposer. Donc, c'est un peu un moyen de fortune, mais en vrai, c'est aussi un moyen de tenir, quoi. C'est la joie, c'est une sensation qui est positive, c'est une émotion physiquement qui apporte du bien-être, c'est un moteur, c'est une ressource, en fait. Et justement, plus c'est difficile, plus la joie peut être un moteur pour résister. Et moi, je le vois vraiment comme une arme de résistance féministe, c'est-à-dire une arme de résistance d'une manière générale, mais féministe particulièrement, puisque les femmes subissent des situations entre les violences sexistes et sexuelles et les violences sociales et économiques. Il faut s'accrocher. Donc, la joie, c'est une façon de s'accrocher. Oui, puis on l'a vu avec les invertis aussi, par exemple. Ouais. C'était aussi une question de montrer aussi on existe, les trans, la fierté, les Pride, couleurs, c'est ça, la Pride, exactement. Oui. On est dans le même esprit. Où il y avait le Pink Bloc pendant la réforme des retraites. Le Pink Bloc, oui, voilà, je dis les invertis, mais évidemment le Pink Bloc. Cette fierté, cette façon de retourner les moqueries, les rageux, tout ça, on le retourne en fait. C'est reprendre la main, c'est reprendre le pouvoir sur... Moi, je vois vraiment la joie comme un pouvoir politique en fait. Et dans l'histoire des mouvements sociaux, la joie a été un ressort important dans plein de luttes de personnes opprimées. Yes. Tu nous coupes le sifflet. C'est quand même un discours qui fait plaisir et qui rentre en écho avec celui qu'a eu Blanche sur la dernière, notamment sur la dernière émission Le Torchon Brûle, où elle disait aussi comme toi, dire moi ce qui me remotive c'est d'aller parler à des gens en fait. Et on disait qu'à ATTAC, vous faites des rencontres en face-to-face Des rencontres, ça ne dit rien. Non, c'était pas ça ce que tu avais dit. Non, pardon. Non, c'était pas ça. Non, ce qu'on disait, c'était que justement, pour remobiliser, c'était bien d'aller voir les gens et d'avoir les différents groupes et d'en parler. Et même si on n'était pas dans le même... de multiplier les rendez-vous, pour dire on est dans le même bateau.
comment on se regroupe, comment on converge en fait. Et d'arriver à dépasser les luttes qui parfois sont internes à certains de nos mouvements, parce que chacune et chacun a aussi ses propres convictions qui peuvent parfois être différentes, et c'est arriver à se regrouper justement autour de luttes communes qui doivent finalement dépasser ces divergences. Là, tu prêches. Je prêche convaincue, tant mieux. Je suis à fond unité. Des fois, on va me traiter de naïve et tout ça, mais je m'en fiche. Oui, je suis à fond unité, tout ça, parce qu'en fait, si on est négatif, en fait, ça ne marche pas. Ça marche pas si on dit, allez, on y va, mais on va perdre, on va en prendre plein la gueule, ça va très mal se passer. Bah non, ça ne marche pas. Hein. Il faut y croire, quoi, sinon ça ne sert à rien. Et non, c'est quoi que tu disais? Excuse-moi, par rapport à arriver à dépasser certaines divergences pour militer ensemble. Et là, effectivement, c'est un peu ce qui est sorti aussi avec la dissolution. Il y a les alertes. On s'engueulera plus tard, est ressorti en disant, peut-être qu'on va... On va relire plein d'angles. Il y a péril en la demeure. Voilà, on va pas aborder tout ce qui fâche, et puis on va se concentrer sur ce qui fâche moins, et puis voilà. Je pense que pour le féminisme aussi, c'est pareil. Peut-être que là, il y a des grandes questions où les féministes ne sont pas d'accord, et c'est très bien, parce que c'est ça qui permet de faire avancer, en fait. C'est par la confrontation, parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on dégage du commun, et qui permet de faire vraiment changer la société. Et là, par contre, il faut pas que ça soit des forces négatives qui nous divisent, du coup, et qu'au contraire, soit une force où on la projette sur le combat, c'est-à-dire. Et donc là, je pense que moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'effectivement, sans renier ses convictions et son fond, peut-être un chouille plus d'ouverture dans le dialogue, un chouille plus de souplesse, et pas être trop en opposition. Parce que le péril qu'on a ressenti, qui fait qu'on a eu ce fameux sursaut-sursis, en fait, il n'a pas bougé, et il s'est même aggravé. C'est juste qu'on n'est pas dans un schéma électoraliste qui fait qu'on s'en rend compte. Mais en fait, on est exactement dans les mêmes dangers. Et le déploiement sur le territoire qu'on peut être fait au niveau électoraliste, il peut être tout à fait au niveau non électoraliste. C'est-à-dire se rencontrer, faire de l'éduc-pop, dire aux gens, vous avez vu, l'extrême droite, c'est quand même ça, c'est quand même ça, c'est comme ça. Apparemment, vous préférez ça, vous préférez ça, vous préférez ça. Donc voilà, et cette façon de faire, si arrivent des élections, les gens se connaîtront déjà, des méthodes existeront déjà, et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Mais ça veut dire effectivement trouver ce qui fait commun, et puis peut-être être un peu plus moins tendu sur ce qui là où on n'est pas d'accord, quoi. Ça ne veut pas dire compromettre, hein, vraiment pas du tout. Faut être fier de ses revendications, tout ça, mais simplement pour au moins faire de l'éduc-pop, on va parler comme a fait le programme du NFP, où il y a plein de choses où ils n'étaient pas d'accord, et finalement ils en ont trouvé. Même nous, on reconnaissait des choses dans le programme, et il y a des choses où on ne les reconnaissait pas, mais on s'est dit, on verra plus tard. Voilà, on insistera sur la radicalité de certaines propositions plus tard. Et c'est à ça que sert le mouvement social, quand même. Hein, donc, heureusement. Et tu es assez optimiste là-dessus, tu crois, sur la capacité du mouvement féministe à passer outre ces points de divergence, justement, sur certaines questions? Tu penses que c'est faisable, en tout cas, pour lutter contre l'extrême droite? Je pense que c'est nécessaire. Nécessaire, ça c'est sûr, je suis hyper d'accord avec toi. Et vraiment, là, il n'y a plus le choix. Mais faisable, mais carrément, parce que quand je vois la créativité, la force, la puissance, l'ingéniosité, des mobilisations féministes, je ne doute pas une seconde que... et peut-être même que, encore une fois, c'est par les mobilisations féministes, peut-être que ça va fonctionner, en fait. J'espère. En tout cas, on se le souhaite. Je pense qu'on est toutes assez convaincues sur ce plateau. Yep. Ces choses-là. En tout cas, c'est un bel appel. Si certaines t'entendent, c'est un appel à se rassembler, peu importe certains points de division. Voilà. Ouais. Et puis, non, la résistance, hein, ça fait peut-être un peu... on n'est pas effectivement, mais il faut quand même être en conscience que oui, il va falloir se mobiliser là. Enfin, il faut se mobiliser dès maintenant, en fait. Pas attendre quelque chose, il faut le provoquer. Donc, et pas se faire instrumentaliser. La division, c'est aussi une instrumentalisation. C'est ça. Chers camarades, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelqu'un a un dernier mot, une dernière question? Est-ce que le chat, vous avez une dernière question? Tapez très vite, par contre. Moi, je voulais te demander, donc tu es engagée sur le social, le féminisme, le climat. Quand est-ce que tu dors, Julie?
Est-ce que tu dors? Non, je dors bien. Bon, Quand même, bah, j'ai de la chance de bien dormir. Mais j'ai le feu, quoi. J'ai le feu de la justice, quoi. En fait, encore une fois, c'est même presque égoïste parce que je vis mal mes émotions négatives et j'ai réussi à les transformer en quelque chose. Non, je suis tellement animée par la volonté de faire les choses bien que ça aille mieux. Puis je suis maman aussi, donc j'avoue que c'est aussi parce que j'ai envie que mon enfant ait un avenir sur cette planète. Ouais, ça donne une raison encore plus de se battre, en fait. Donc oui, mais après, oui, je fais ça tout le temps. J'ai pas d'autres loisirs, j'avoue. Bon. Après, apprendre à décorer, c'est un loisir. Mais voilà, Franchement. exactement. Justement, les rosies, c'est une façon de joindre l'utile à l'agréable. Des fois, on fait des choses très dures, très confrontatives, puis on traite des sujets vraiment chiants. Et puis, à l'inverse, les rosies, c'est la parenthèse qui permet de dire des choses et en même temps de le faire d'une façon où ça fait du bien. Il y a Zoukdaou Choup qui nous dit « Non, mais merci pour votre engagement, ça fait chaud au cœur à voir et encore plus de vous croiser en manif. » Merci, Ah ouais, c'est clair. Ça fait tellement du bien de vous cœur voir sur vous. en manif. Ouais, merci beaucoup. Ma fille vous adore, je précise. Ah et elle a quel âge? Elle a 6 ans. Ah, mais c'est génial. Elle essaie de faire les chorés et tout. Parfait. Ça fait Just Dance édition, les rosies. Karine, merci beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de te présenter au début. Pas grave. Je manque à tous mes devoirs. Mais du coup, Karine, qui travaille à l'Humanité à la rubrique Société, si je ne me trompe pas, et qui suit les procès notamment sur les questions de violences sexistes et sexuelles. T'es sur quoi comme dossier en ce moment? Parce que tu as suivi toute l'affaire Pellico. En fait, je suis en charge des féminismes, questions de genre, etc. Mais là, effectivement, je suis encore sur un procès sur l'affaire Le Squarneck à Vannes. Donc, j'oscille entre Paris et Vannes. Et voilà, quoi. Des choses joyeuses à nouveau. Eh oui, à propos de choses joyeuses, je suis désolée parce que ça va être la pire transition. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Et je vais appeler Hélène Bézier, alias Madame Meuf, qui, après toute cette turpitude, va essayer de nous faire rire. Et je pense qu'elle va y arriver, car elle est très forte. Bonjour, et effectivement, j'arrive avec un petit peu de joie, j'espère. Et vous avez vu, je suis venue aussi en pink bloc. Oh là là, ça donne de la joie. Voilà, c'est pour la joie. Non, je suis venue avec un petit jeu, effectivement, un petit jeu de joie. Un petit jeu que j'ai appelé « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». Alors déjà, on a appris que la fille de Violaine aime les rosies. Donc, on imagine que la fille de Violaine à 6 ans est déjà sur un très joli chemin, tu vois. Yuli, moi, j'avais envie de savoir de ton côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a particulièrement, ou quelqu'une qui t'a particulièrement inspiré, et un peu pourquoi? Que t'es curieuse. Ouais, alors attention, je vous ai dit, moi, j'ai pas appris dans les bouquins, mais ça va étonner, mais je m'en fiche, j'assume. Moi, c'était Dr. Queen, femme médecin, une série sur M6 à l'époque, quand j'ai été pré-ado. Et en fait, j'étais fan, je savais pas pourquoi, mais c'était des combats, bon voilà. Et en fait, j'ai eu l'occasion quand on vieillit, on a besoin de revenir un peu sur des choses qui nous font du bien. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me regarder la série. À quoi ça ressemblait? J'ai été super surprise parce que franchement, sur plein de choses, c'est propre. Et je comprends que moi, j'ai regardé ça pendant des années et c'était ça qui m'a mis un petit peu certaines visions fondamentales d'un point de vue féministe, d'un point de vue antiraciste, d'un point de vue anticolonialiste, d'un point de vue aussi anti-LGBT-phobie, parce que chaque épisode traite de... et puis, c'est une réalisatrice femme, extrêmement rare. Oui, même surtout, de nos jours. Dans les années 90. Et à cette époque, laisse tomber, c'est clair. Mais voilà, c'est juste se dire que il y a eu ça où je vois bien qu'il y avait plein de sujets qui traversaient. J'avais peur de le regarder aujourd'hui avec mes lunettes engagées. Et j'ai dit, non, ça va, ça tient. Donc, voilà. Ouais, c'est rare, elles sont rares à passer encore le cap. Je vous en parlerai d'une un peu plus tard. Vous allez voir, elles ne passent pas du tout non plus ce critère-là. Alors, donc, qu'est-ce que je définis de la femme que tu admires et que tu aimes, que tu es féministe? Oh là là, comme j'avais le nez creux. Je me suis intéressée à Sarah Knafo. Je me doutais que tu ne me citerais pas elle comme exemple. Sarah Knafo, donc, vous la connaissez certainement tous et toutes. Elle était samedi avec le petit groupe de Némésis. On en a beaucoup entendu parler, en effet, alors qu'elles étaient heureusement pas nombreuses. Sarah Knafo, alors, je me suis intéressée à ses amours, un peu comme une sociologue. Sarah Knafo, donc quand même, je le fais pour tout le monde, c'est une députée européenne reconquête de 31 ans, nouvelle passionnariat d'extrême droite, aux cheveux longs et bruns, et aux idées courtes et
brune également. Alors, dès sa plus tendre enfance, Sarah Knafo voue une passion à Charles Péguy. Ah, le poète? Et non, le Ah, nationaliste, bien sûr, hein, la version Raté, nationaliste. moins bien. Raté. C'est ce versant-là de Charles Péguy qui inspire également Alain Finkielkraut ou Yann Moix, hein, c'est-à-dire cette team de ce qu'on appelle aujourd'hui les belles personnes. À 21 ans, Sarah Knafo entre aux jeunes avec Henri Guénaud. Je me permets C'était de la laisser- blague juste là Ouais, non, je me permets de laisser un petit temps pour infuser cette idée. Les jeunes avec Henri Guénaud. Voilà. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de vanne, en fait. Le truc est fait tout seul. À 21 ans, vous faisiez quoi à 21 ans? Violaine, tu faisais quoi à 21 ans? Alors, je préparais l'examen d'entrée à l'école des avocats et je crois que j'avais pas encore tout à fait tué le concept du prince charmant. C'était en cours. Ah, Ouais. c'est beau. Mais est-ce que tu avais profité de ce moment-là pour créer Les Jeunes avec Gilbert Collard? Alors, non, je ne crois pas. Tu Ou vois, alors, tu as non. manqué une occasion. Ouais, là, je regrette. D'un coup, je me dis, merde, j'ai loupé un truc. Ben oui. Ouais. Moi, à 21 ans, j'étais à Sciences Po aussi, comme Sarah Knafo, et mon école avait choisi de recevoir Charles Pasqua, parce que vraiment, on avait vraiment, c'était un honneur, un véritable honneur. Et bien, on l'avait reçu avec une très belle pancarte No Pasquaran, tu vois. On était très fiers, et on lui a pas fait Les Jeunes avec Charles Pasqua. Je vous dis la vérité, en fait, moi, à 21 ans, surtout, moi, je buvais des chupitos en écoutant Zebda, parce qu'en fait, j'habitais à Toulouse, j'étais à Sciences Po Toulouse, voilà. Sciences Po Toulouse par rapport à Sciences Po Paris, pour ceux qui l'ont pas, c'est un peu ce que François Hollande est à Jean Jaurès. Les choupitos, c'est quoi déjà? Les Attends. chupitos, Ouais. c'est des petits shooters, mais à l'espagnol, tu vois. Ah, d'accord. Toulouse, Ok. quoi. Ah, c'est l'heure de l'apéro, là, ouais. J'ai fait Sciences Po Toulouse, je me sens extrêmement attaquée. Non, Sache-le, c'est pas Hélène. vrai. Non, mais disons, Mais non, non, c'est pas bien, du tout. c'est ce que Depardieu C'est pas est à la faux. présomption d'innocence. Par exemple. C'est ce que Némésis est au féminisme, hein, tout simplement. Donc, alors on prend pour Sarah. Sarah se radicalise assez rapidement, en fait, de plus en plus proche de Sarkozy, puisque après les jeunesses avec son conseiller auprès, parce qu'Henri Guénaud c'était le conseiller de Sarko, hein, eh bien, elle entame une très belle histoire d'amour avec le petit Louis Sarkozy. Et oui, ça nous embouche un coin, mais c'est vrai. Le petit Louis Sarkozy qui a bien grandi. Ah, il a bien grandi. Hein, il a bien grandi, c'est ce qu'on dit souvent du fils Sarko aujourd'hui. Parce que c'est un peu comme le cousin un peu con, le petit cousin qui a changé. Et tu sais, on dit, il a bien grandi. Ah, parce qu'on peut pas dire, mais il a bien connu. Il a bien con. Et non, ça ne se fait pas. Voilà. Et ensuite, Sarah Knafo, nouvel amour, la rencontre, Rico, Riri ou la belle vie, Riri Brun d'Acier. Eh bien, Sarah devient la conseillère très, très auprès d'Éric Zemmour, d'autant plus auprès, puisque, en plus de faire sa campagne, elle devient sa compagne. Alors, plus récemment, Sarah Knafo a eu d'autres amours. Elle voue une passion pour Elon Musk, pour Donald Trump. Ah, elle veut devenir première dame des États-Unis. J'étais pas. Elle veut J'étais tout. pas au courant. Elle est surtout beaucoup entourée d'hommes, comme vous l'avez remarqué. Hein. C'est certainement ce genre de nana qui dit « Ah ouais, mais moi, j'aime pas trop, j'ai pas trop de copines, parce que les femmes, c'est un peu des connasses. » Et J'aime ça, pas les filles, ça fait des disputes. c'est ça, exactement. Et ça, c'est la sororité qu'on voyait théoriquement dans les séries des années 90. Ouais, tu c'est vois. vrai. Et Et oui, les c'est garçons, tout ça. Et ben notamment, moi je pense que ce qui a inspiré la sororité de Sarah Knafo, c'est la fameuse jurisprudence Brenda versus Kelly. Hein, je ne sais pas si vous avez connu ce casus belli qui était autour de Dylan dans Beverly Hills. Mais oui. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, petit message, la comédienne qui jouait Brenda est décédée cet été. Hein, Brenda, alors qu'on aurait tous préféré que ce soit Kelly, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la base de la sororité selon Sarah Knafo. Et non, détrompons-nous, car elle a des copines. En fait, elle est très copine avec Marion Maréchal Le Pen. Ah, ça va être sympa les soirées, dis donc. C'est les tic et Ambiance. tac. Suicide Squad. Les tic et tac des faf. Voilà. Les tic et tac des faf ou les Tom et Jerry, quand même, parce que la relation est compliquée. Et plus récemment, donc, elle s'est fait une nouvelle copine. Elle est copine avec Alice Cordier de Némésis. Alice Cordier, c'est dommage parce que d'ailleurs, son nom, ça fait un peu série télé avec une femme sympa sur TF1, mais ça n'est pas ça. Oui, c'est Cordier jugé flic. Ouais, Oui, exact. bah oui, c'est Ah ça. oui, remarque, il était sympa. Je nous imagine mal invités à leur soirée là tout de suite. Je ne vois pas trop là-bas. Non, Je pense crois qu'on n'a pas envie d'y être. Eh bien, attends, parce que moi, j'avais justement T'as envie été de voir invitée si on pouvait s'entendre. Non. Ces trois nanas donc, que tu mets ensemble, Sarah Knafo, Marion Maréchal Le Pen et Alice Cordier, mettons, elles se font un petit groupe. Après les Zouk Machines, on les appelle les Faf Machines. Ah, c'est sympa. Le racisme dans la peau. Nouveau titre Nouvelle pour les chanson, Roses. ouais, Nouvelle pour les chanson, Rosies. ça va.
Nouvelle chanson m'intéresse. pour les Rosy. En plus, avec un peu d'appropriation culturelle, ce serait vraiment pas pour leur déplaire à ces trois-là. Donc, non, j'ai envie de savoir si on passait une soirée, effectivement, avec les trois faf, là, les faf machines, est-ce qu'on pourrait être copines et avoir des goûts en commun? Savoir si, voilà, les choses qu'elles aiment, on peut les aimer aussi. Alors, j'ai des petites questions, enfin, c'est plus des affirmations, des trucs qu'elles ont pu prononcer. Et vous allez me dire, vous pouvez me dire aussi sur le chat, est-ce que c'est copine ou pas copine? Vous allez voir, c'est assez D'accord. simple. Nous aimons les femmes libres, celles qui peuvent s'habiller comme elles l'entendent. Copine. Copine. Copine, sauf avec des habits d'arabe. Ah, Voilà. pas C'est copine. pas- Copine, hein, Voilà, pas c'est pas copine. réellement une citation, mais je vous cache pas que c'est quand même pas loin de ce qu'elle raconte. J'en ai une autre. Nous voulons la sécurité pour les femmes. Copine. Copine. Copine, vis-à-vis des arabes dans la rue. Pas copine. Copine, voilà. Nous sommes contre la chasse aux sorcières. Copine. Copine. Copine, envers les accusés d'agression sexuelle. Ah oui, Non, non, pas pas copine. copine. Mais les pauvres, en même temps, ça gâche leur vie. C'est vrai. Voilà, ils ont plus de carrière après. C'est vrai. C'est que, quand même. Ils sont que dans le Figaro dimanche, Ouais, un ouais, week-end de c'est 8 ça. mars. C'est terrible. Ouais, Faudrait qu'on la mette derrière avec des fléchettes. Présomption d'innocence. Qui déjà vient de sortir un truc qui s'appelle Vive les hommes, un truc comme Ah, mais ça c'est- non, c'était la couverture de Bec le BD, Figaro magazine du pour week-end. Figaro magazine. C'était ça, le, Mais avec, c'est plus comment exister, le pauvre. avec Bec BD. Voilà, On il a ne plus de veut- carrière. Alors, justement, en voilà un qui ne sait plus où se trouvait, c'est Bec BD. Et donc, citation d'une de nos copines, on ne veut pas castrer les hommes. Copine ou pas copine, moi, enfin. Ça dépend quel homme. Voilà. Sauf s'ils sont au QTF. Alors là, castration chimique. Voilà, pas Oui, copine. on a compris, hein. Et allez, une petite dernière, nous sommes contre le patriarcat. Bah, super copine. Copine. Attends, Ah, mais j'ai pas fini, j'ai pas dit fini. patriarcat. Contre le patriarcat musulman. Ah, Ah, voilà, forcément. parce que le patriarcat des Gérard, ça, Ça, ils évidemment, ne fassent pas. ça va. Je me demande si elles ont déjà dit le mot patriarcat. Mais si, le patriarcat Ah, non. musulman, c'est une citation. Mais c'est tout une court, le citation. mot patriarcat tout court, non, ça n'existe pas. Non, parce que ça n'existe pas. Ouais, voilà, non, ça rappelle-toi. n'existe pas, bien sûr. Voilà. Bon, alors je pense qu'a priori, on va pas faire copine, mais moi j'ai un Non. petit truc quand même. J'ai un petit conseil pour Sarah, parce que c'est mon petit côté soror, on ne se refait pas. Sarah, pense à quelque chose T'es au vraiment niveau trop du sympa, droit et de l'accès à l'IVG, dont elle n'est pas forcément friande. Réfléchis-y quand même à deux fois. En ton âme et conscience, Sarah, tu sors avec Éric Zemmour, te taper quand même un mini ricou. Il faut avoir toutes les fenêtres ouvertes, je pense. Voilà. Donc ça, c'était mon cadeau pour Sarah. Voilà, n'hésite pas à contacter le planning familial de ta région pour une aide psychologique. Tu verras, des fois, il est effectivement tagué par des fachos. Voilà. C'était mon petit jeu. merci Hélène. Voilà, bah, Andelette, tu vas aller prendre l'apéro avec elle, c'est ça Écoute, ouais, des choupitos. Non, je pense, ça, elles connaissent pas non plus parce que c'est un mot qui vient de l'étranger, donc c'est pas beau. Donc je ne suis pas sûre. Voilà. C'est un peu trop latin pour elle, je pense. Ouais, choupitos. Mais en tout cas, alors moi, quand tu nous exposes comme ça la dating history de Sarah Knafo, je me Ouais. dis que j'ai pris vachement moins de mauvaises décisions que ce que je pensais dans ma vie. Ouais, Franchement, c'est vrai, je me dis, relativisé. c'est- Tu m'étonnes. Tu ça m'étonnes. va. Finalement, Ouais. Ouais. Peut-être Mm. qu'elle aura le droit à une série Netflix qui s'appellera Ultra Toxique et un jour elle aura une révélation après avoir consulté un psychologue au planning familial, je répète. Non, peut-être, hein, on sait pas. Ouais, bon. Mesdames et messieurs, Hélène Vézier, Oh, merci, Madame Meuf merci. sur les réseaux. Vous Absolument. pouvez, on va demander à la modération de mettre les réseaux d'Hélène dans le chat pour que vous puissiez la Bah, suivre. d'accord. Et petite nouveauté par rapport à la dernière, on a demandé à Yuli, Hélène et Violaine, enfin on s'est demandé toutes les deux, d'apporter une recommandation féministe, culturelle, un essai, une pièce, même une ville, par exemple avec un tour que vous aurez bien aimé pour apprendre sur le matrimoine de cette ville ou quoi. Enfin voilà, c'est ouvert. Et du coup, je l'ai juste là, donc je vais commencer. Je vais essayer de l'attraper sans tomber, ce qui va être compliqué. Merci Mike de me suivre avec la caméra. Je voulais vous parler du coup de Buffy ou la révolte à coups de pieu. Donc on parlait tout à l'heure des séries des années 90, 90-2000, là pour Buffy. Et pour le coup, moi j'ai fait tout un rewatch de toute la série dernièrement et ça a super bien vieilli. Et ce livre du coup parle de comment Buffy est une icône féministe en fait. Et ça évoque aussi le fait que
Joss Whedon, le showrunner de cette série, a été accusé en fait de comportements toxiques. Il me semble pas qu'il a été accusé de VSS, mais il a été accusé de comportements très toxiques, notamment envers ses actrices. Et justement, ce livre élude pas du tout la question et plonge même dedans. Donc c'est, je vous le rappelle, Buffy ou la révolte à coups de pieu de Marion Litté. C'est assez court, ça se lit très vite et ça va vous inciter à vouloir retrouver Buffy et vouloir re-regarder et se dire « Ah, mais en fait, si ça se faisait maintenant, la série serait taxée de wokisme tout le temps. » Ah ouais. Bah, sacré badass. En fait, ça parle quand même très vite de... voilà, il y a Willow dedans, dont la bisexualité est un sujet pendant quelques épisodes, mais en fait est acceptée très vite par ses amis, tout ça. Donc c'est quand même, aujourd'hui, on nous dirait « Ah, voilà encore de la propagande LGBT. » Donc voilà, je vous le conseille. Alors, Violaine, vas-y. Alors, moi, j'étais en train de chercher pour vous montrer, mais je pense qu'on va peut-être pas nécessairement voir la couverture. J'aurais dû la porter. C'est une BD qui s'appelle Petite Grande de Lauriane Chapeau et de Violette Bénilan. Qui parle de pédocriminalité, qui aborde le sujet de violences perpétrées par un maître des écoles de CP, et c'est tiré d'une histoire vraie. J'y ai pensé assez naturellement parce que je les ai rencontrés au Pop Woman Festival le week-end dernier, et ça peut permettre aussi de prendre conscience, mais bon, beaucoup le savent déjà ici, que les violences sexuelles faites aux enfants, il y en a beaucoup trop et c'est beaucoup trop courant, c'est pas des cas isolés. Donc voilà, Petite Grande, une BD chez Glénat. Je vous invite à aller voir chez votre libraire si vous pouvez, sinon sur Google vous pouvez le commander. Oui, ça me fait penser, je voulais pas recommander ça, mais moi pour mon fils j'ai Foufoune sexuelle. Ah oui. Ça marche très bien. C'est un livre un peu BD, tout ça. Donc sur ça. Et non, moi, ce serait un téléfilm que j'ai vraiment... je l'ai découvert là sur Arte. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est avec Yolande Moreau et Laure Calamy. Je ne me laisserai plus faire. Ah oui, c'est hyper bien. C'est super. Ouais, c'est sur Arte, en fait, il y a quelques semaines. C'est l'histoire de mes un peu de mes tatas, de mes cousines, de mon milieu français issu d'un milieu populaire. C'est bête, mais ce truc, ça m'a vachement fait penser quand je vois les métiers qu'elles exercent ou ce qu'elles vivent dans leur vie, quoi. Et cette façon de se rebeller, d'être subversive, de pas se laisser faire, mais en même temps, toujours sur la ligne de crête où c'est suffisamment emmerdant et révoltant pour que ça signifie politiquement quelque chose. Et en même temps, c'est quand même sur cette ligne où on est juste désarmé de son message, quoi, en fait. Moi, j'ai vraiment adoré ce petit téléfilm, je le recommande. Ouais, c'est top. Et moi, ma reco, c'est pour du théâtre. Moi, je fais partie d'un collectif de seuls en scène féminin, parce que moi, je suis comédienne aussi. Et on a monté depuis Avignon dernier, à plusieurs, et on est de plus en plus nombreuses, un collectif qui s'appelle Sœurs en scène. Et donc, il s'est créé autour du Festival d'Avignon à l'origine, parce que quand tu te lances dans cette aventure avignonnaise, quand tu es très isolé, et même quand tu as une grosse production où tous les moyens, et ben en fait, tu peux aussi avoir des problèmes avec ta production, avec les rapports de pouvoir, avec plein de questions, voilà. Et donc, on s'est vraiment beaucoup entraidés. Et puis, ce collectif prend de plus en plus forme. Donc, vous pouvez aller regarder sur Instagram, Sœurs en scène. C'est vraiment une proposition. Maintenant, je crois qu'on est 70 de spectacles de seuls en scène qui sont quasiment tous féministes. C'est pas nécessaire, mais enfin, c'est quand même souvent le cas. Et c'est dans toute la France, donc il y a pas mal de recos. Et voilà, vous cherchez une idée de spectacle un jour, tac, vous allez voir sur Insta ce qui se joue en ce moment. Et c'est chouette, voilà. Et c'est les Sœurs sur scène. Super. Si la modo peut trouver le lien et le mettre dans le chat, on est très preneurs. Sœurs en scène, ouais. Mes camarades, c'est le temps de se dire au revoir. Oui, déjà, merci ça beaucoup, Yuli, d'avoir accepté notre invitation. Merci et pour cette discussion extrêmement riche. Merci à Julia et Karine pour leur participation. Et pareil, merci encore Karine. une fois, aux petits oignons, c'était super de préparer cette émission avec vous. Merci beaucoup Hélène pour cette chronique et ce jeu copine pas copine. Ah oui, c'était très chouette comme jeu. Peut-être un banger des soirées entre potes. Et surtout un jeu de cartes, un petit jeu de cartes copine pas copine. Tu sais, ça se développe pas mal les jeux de cartes féminines. Bientôt aux éditions de l'UMA. Voilà, exactement. c'est super chouette. Le jeu féministe, on va en parler à le la torchon direction. brûle. Exactement. Voilà, ils vont adorer, le je jeu, pense. le torchon brûle.